Bienvenue dans cette petite introduction à ce que c'est qu'un émail de grès. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est, la définition et ce que c'est en gros. Et ensuite, on va voir de quoi est composé un émail. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'un émail de grès? La définition, c'est un enduit vitreux qui recouvre un tesson céramique. Donc quand on entend enduit vitreux, on entend vitre, on entend verre. Et en effet, c'est une pellicule de verre à la surface de l'argile. Le tesson céramique, c'est la partie argile cuite. Ok. Donc on peut dire que l'émail de grès, c'est un verre. Le verre est composé de silice. Enfin, en gros, en général, le verre est composé de silice. Donc on va avoir des minéraux riches en silice. Et si on fait juste fondre ces minéraux, on va avoir un verre transparent. Pour colorer ce verre, et on va rajouter des colorants qui vont être donc des oxydes métalliques. Ok, on va détailler tout ça. Je vais te montrer donc une recette. C'est la recette de mon émail transparent. C'est la base de tous mes émaux que tu as. Donc tu as pas mal de recettes que je t'ai données dans un autre module. Et tu verras, la base est souvent celle-ci. Donc feldspath 40%, quartz 30%, craie 20% et kaolin 10%. C'est une base qui est reconnue comme étant stable dans le temps. Donc feldspath 40%. Feldspath, est-ce que c'est un terme que tu as déjà entendu? Est-ce que tu vois ce que c'est? Le quartz, est-ce que c'est un terme aussi que tu connais? Est-ce qu'il y a une image qui te vient? Pour faire simple, le quartz, c'est de la silice uniquement. La craie, on connaît, hein, on a tous une histoire avec la craie, écrire au tableau noir, c'est quelque chose qu'on connaît au quotidien. Le kaolin, c'est une argile blanche. Donc c'est une recette, hein. C'est vraiment, on peut faire l'analogie avec une pâte à crêpes, hein, farine, œuf, beurre, lait. Mais la farine, on sait ce que c'est, l'œuf, on sait ce que c'est, le beurre, on sait ce que c'est, le lait, c'est pour ça qu'on arrive à se dépatouiller. C'est pour ça qu'il faut savoir qui sont ces minéraux et d'où ils viennent. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, oui, petite note, l'émail transparent, donc c'est l'émail sans les colorants, sans les oxydes métalliques. On n'a que la base minérale. Donc, d'où viennent ces minéraux? Tout part du granit de la montagne. Donc le granit, c'est une roche magmatique qui est composée de 3 minéraux, donc le quartz, le mica et le feldspath. Là, je t'ai mis une petite image de granit rose. Donc la partie rose, c'est le feldspath. La partie noire, c'est le mica. Et la partie blanche, c'est le quartz. Ok, donc là, on les distingue même à l'œil nu. Donc, il faut imaginer, voilà, tu as ton granit, tu as ta montagne, et avec l'action de la pluie et du vent, ce granit va se démanteler, se séparer en ces 3 minéraux, le quartz, le mica et le feldspath, qui vont continuer de se décomposer, et le quartz va donner du sable siliceux, le mica va donner des argiles illitiques. Donc les argiles, hein, on se souvient, ce sont des minéraux sédimentaires, donc ils sont vraiment tout petits, tout fins, voilà, qui sont issus de décomposition d'autres minéraux. Le feldspath va donner du kaolin, donc de l'argile blanche. Donc on retrouve déjà 3 ingrédients de notre recette de transparent. On a le quartz, on a le feldspath et on a le kaolin. Tous les 3 dérivés du granit. Ok, on va les regarder dans le détail. Donc de quoi sont composés ces 3 ingrédients? Le feldspath, c'est de la silice, de l'alumine et de la potasse. Ok, retiens bien ces 3 éléments. Le quartz, uniquement de la silice, SiO2. Kaolin, comme c'est une argile, comme toutes les argiles, ce sont des silicates d'alumine hydratés. Silice, alumine, eau. Ok. On voit donc que ce sont 3 minéraux riches en silice. Ils contiennent tous les 3 de la silice. Et silice, on a vu, c'est le formateur du verre.
Le feldspath et le kaolin contiennent de l'alumine. Ok, on y reviendra. Et très très important, le feldspath contient de la potasse. Ok, retiens bien ça, on va voir pourquoi c'est important un petit peu plus tard. Maintenant la craie, parce qu'il nous manque un ingrédient pour avoir donc notre émail transparent. La craie, donc ce n'est pas un minéral siliceux. La craie, c'est une roche calcaire. Ok, c'est un carbonate de calcium. Donc on va retrouver du calcium. Et c'est pareil, c'est très important. Tu vas le comprendre tout de suite. Donc c'est pas une roche qui vient du granit de la montagne, mais elle vient de la décomposition de de débris d'algues planctoniques. Et à la fin, en fait, c'est leur carapace qui, à force de millions d'années, va se sédimenter et faire donc de la craie. Ok, carbonate de calcium. Je voulais te faire un petit point sur ce que c'est qu'une eutexie et ce que c'est que donc, la magie de l'eutexie. Je voulais juste t'interpeller sur le fait que la température de fusion du calcium, c'est 2600 degrés. 2600 degrés, c'est énorme. La température de fusion de la silice, c'est 1700 degrés. Ok, donc là, si on devait faire un émail, si on devait faire fondre l'émail transparent, il faudrait qu'on monte à 2600 degrés. Mais heureusement, la nature est bien faite et il existe un phénomène qui est donc un phénomène eutectique. Et les deux éléments réunis vont faire que la température de fusion va s'abaisser à 1100 degrés. Ok, donc ça nous arrange vraiment beaucoup. Maintenant, le verre, comment ça fonctionne? Parce qu'on a dit donc que l'émail de grès, l'émail, c'est du verre. Donc on va regarder du côté du triangle du verrier. Donc on a le formateur, donc la silice, c'est vraiment la silice qui va faire le réseau du verre. On a le modificateur ou le fondant, c'est tout ce qui va être alcalin, et là dans notre cas c'est la potasse qu'on retrouve dans le feldspath. Donc va permettre de fluidifier un peu le verre, de faire abaisser la température de fusion, ouais, fluidifie, abaisse. La craie joue un rôle de stabilisateur. En gros, tu peux avoir un verre qui, dans le temps, se dévitrifie. Il va commencer à se décomposer. Le calcium a vraiment, enfin tous les alcalino-terreux, dont le calcium, a vraiment ce rôle de solidifier le verre et de le stabiliser dans le temps. Ok, donc là on a nos trois éléments pour faire du verre, de la silice, de la potasse et de la craie. Et on voit que dans notre recette d'émail transparent, il y a aussi de l'alumine. Et l'alumine, ça fait que ça augmente un petit peu la température de fusion et ça renforce le verre. Il va être encore plus résistant. Donc voilà, tu sais comment on fait du verre maintenant. Hop. Ah oui, donc je voulais te montrer quelque chose de très important. Quand tu vois, pour faire du verre, il faut de la silice et de la potasse et du calcium. Quand on revient sur notre formule du feldspath, on voit que déjà dans le feldspath, on a de la silice et de la potasse. Il nous manquerait de la craie, du coup, pour avoir vraiment l'émail transparent. Donc quelque part, le feldspath, c'est déjà un émail en soi. Et si tu fais fondre des feldspaths, je vais te montrer ça un petit peu mieux. Donc ici, je ne sais pas si tu vois bien, donc là j'ai fait fondre 3 feldspaths différents. Donc là c'est l'orthose potassique, celui qu'on voit dans la recette du transparent. Ça c'est un autre émail qui s'appelle l'albite, et là c'est la syénite. L'albite c'est un feldspath sodique, et syénite c'est mi-potasse, mi-sodium. Ok, donc nous c'est lui, enfin moi je te conseille d'utiliser celui-là, c'est le moins cher, c'est celui qu'on trouve le plus facilement en Europe. Et toutes les recettes que je t'ai données sont à base d'orthose. Orthose, feldspath, potassique. Donc tu vois, si tu les fais fondre, tout simplement sans rien d'autre, là j'ai juste mis du feldspath sur cette palette, ils fondent.
ils fondent et ils se transforment quand même en verre. Donc on voit que c'est pas tout à fait bien fondu, que c'est pas tout à fait nappé, que on sent que ça peut se décrocher, hein, c'est un petit peu craquelé, mais on a quand même un émail. Pas tout à fait abouti, mais on a un émail. Maintenant, si je rajoute de la craie, tout simplement, on voit que c'est nappé. Que là, on a un résultat quand même plus homogène. On sent que c'est plus costaud, que ça va pas partir en petits lambeaux de verre. Donc là, on a quelque chose de stable, juste en rajoutant de la craie. Ceux qui ont bien compris que le feldspath était un émail en soi, ce sont les Japonais, et ils ont créé un émail particulier qu'on appelle le chino. Le chino est donc composé de 85% de feldspath et 15% d'argile, en gros. Et donc tu vois, tu as des effets comme ça. Je te montre. Comme ça, on le voit sur ce bol, ça fait vraiment de la texture. Et je te laisse avec Pascal Geoffroy, qui va vraiment bien t'expliquer ce qu'est un chino. Chino, il y a des controverses. Il semblerait que ça vient du mot japonais shiro, qui veut dire blanc, le blanc, émail blanc. Le chino, il apparaît à la période Momoyama, en même temps que le raku, dans la région de Mino, donc au nord de Kyoto. Il y a beaucoup de terres, la région de Tajimi, Toki City, maintenant on appelle, et Mino. On se rapproche de la notion japonaise du wabi-sabi, qui sont deux concepts de mots qui signifient à la fois l'authenticité, la rusticité des choses et le passage du temps. Un potier donc, qui s'appelait Arakawa est tombé par hasard sur un chantier de fouilles d'un ancien four de Mino, dans la région de Tajimi, de tessons blancs. Il a trouvé des morceaux de tessons blancs avec un émail très épais, bien retiré, blanc, avec des côtés rosâtres, etc., plus ou moins bien cuits. Et il est tombé vraiment en amour avec ça, en disant « mais c'est extraordinaire, cette céramique, elle a été oubliée ». Et donc il a réhabilité, il a fait des recherches, il a réhabilité le chino dans les années 30-40, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, au Japon. Je suis tombé en arrêt devant la photo d'Arakawa. Il est accroupi, c'est une photo noir et blanc, et on le voit décorer un bol au pinceau. Un bol d'une forme très rustique, un coup de pinceau très fort, très simple. Et moi, mon histoire d'amour avec le chino, elle a démarré avec cette photo. Les premiers bols qui arrivent, on les appelait les tenmoku blancs. C'était les mêmes formes, puisqu'en fait, tenmoku, à l'origine, c'est pas un émail, c'est une forme. Tianmunchan, en chinois, c'est une forme de montagne. Donc ces bols étaient coniques, en montagne inversée, d'où leur nom, qui est devenu tenmoku. Et par extension, les potiers ont donné le nom tenmoku à l'émail. Vous voyez que la sémantique se déplace. Et donc, il y a eu un moment d'importation de tenmoku blancs, qui ont d'abord été fabriqués en Chine et ensuite en Corée. Il y a eu des importations de bols assez simples dans la zone du sud du Japon, à Kyushu, ce qui a donné le hagi. La céramique de hagi l'émail vient de la Corée, consiste à faire fondre de la roche sur un tesson. Et ces roches, ce sont des feldspaths. Le feldspath est une roche, on appelle ça aussi une frite naturelle, c'est-à-dire qu'elle a la particularité, à une certaine température, de fondre complètement. Donc parce qu'elle contient de l'alumine, de la silice, et puis des alcalis, soude, potasse, etc. Donc quand on va au Japon et qu'on va chez le Serradel local, c'est-à-dire le marchand de matériaux comme nous on a à Limoges ou un peu partout sur l'argile, vous demandez du feldspath, choseki en japonais, choseki arimasu ka? Hai, choseki arimasu. Et le gars vous sort une palette de tessons. Il y en a 200, 300. Ce ne sont que des feldspaths purs qui fondent différemment, avec des granulométries différentes. Et c'est la base de l'émail chino. C'est au départ que du feldspath. Pour vous dire que le Japon est vraiment un pays privilégié en ce qui concerne les fusions de minéraux. Et la base de la céramique, c'est faire fondre des minéraux ensemble ou avoir des argiles plastiques. Ils ont énormément de possibilités. Donc le chino, c'est un émail qui petit à petit s'est mis en place dans une région du Japon, donc la région de Mino, à l'imitation de céramique coréenne ou de tenmoku blanc chinois.
On cherchait une couverte simple, mais avec des matériaux très locaux, très rustiques. Donc les premiers chinos qui datent de Momoyama, ils sont assez lisses et souvent ils sont décorés. Alors vous avez le chino gris, par exemple, Nezumi Shino, qui est un décor d'argile, sur l'argile crue, donc une engobe décorée au pinceau, et par-dessus, on va mettre cette couverte feldspathique, et on aura les dessins qui vont devenir gris-bleu, suivant la réduction, ou rouge, si c'est un petit peu plus oxydé. Voilà. Donc, il y a 3 catégories de chinos répertoriées dans les chinos anciens. Le shiro shino, c'est-à-dire le chino blanc. Chino blanc, voilà. Ça, c'est un chino blanc, encore qu'il est... Voilà. Chino blanc. Vous avez le chino rouge, Akashino. Le chino devient rouge quand la terre contient un petit peu d'oxyde de fer. Voilà. Et puis les chinos gris, où là il y a intervention d'oxyde, soit dans la couverte, soit en engobe sur la terre. La particularité de l'émail de chino, c'est qu'il contient beaucoup d'alumine, et que cet alumine, par la loi des tensions superficielles, la loi de Gibbs, c'est l'histoire de la bulle de savon, va attirer les molécules de fer à la surface de l'émail comme un lustre. Donc un chino qui est orangé au rouge, vous le frottez avec du papier de verre, un bon abrasif, il est blanc en dessous. Donc on voit bien qu'il y a une migration des ions de fer sur la surface de l'émail qui est en fusion. Donc l'intérêt plastique, il est que si on joue sur les épaisseurs, sur une même pièce avec un même émail, on va avoir des blancs et des rouges. Je ne sais pas s'il y en a là vraiment. Peut-être c'est des émotions au bois. Bah, si, on peut le voir là. Voilà. En épaisseur, c'est blanc. En minceur, c'est plus orangé. La troisième chose du chino, c'est le temps de cuisson. Pour avoir un beau chino, il faut cuire au minimum en 20 heures. Dans un four à gaz, j'entends. Minimum. Il faut que la migration des ions de fer se fasse très lentement. Et là, à ce moment-là, on a des très beaux blancs, en réduction évidemment, et des très beaux rouges. Si on cuit trop rapidement, tout est marrondat, c'est inintéressant. Alors pourquoi le chino ? Parce que, comme le raku, c'est une façon naturelle d'aborder la céramique. Par rapport au monde occidental de la céramique, qui est un monde beaucoup plus intellectuel, très technique, où le décor a une part importante dans la qualité de la céramique proposée. Là, on est dans la rusticité, dans des matériaux très simples, comme le raku. Et ce n'est pas un hasard si c'est apparu à la même époque, la période Momoyama, qui permet de faire des pièces dans l'esprit de la cérémonie du thé. Ensuite, donc là on a décortiqué l'émail transparent, la recette de l'émail transparent. Maintenant, si tu veux colorer cet émail ou l'opacifier, il va falloir ajouter des oxydes métalliques. Ok. Donc, pour opacifier, on a 3 choix en gros. On a l'oxyde d'étain, SNO, l'oxyde de titane, TiO2, et le zircon, ZrSiO4. Donc, je vais te montrer... Ah, et on peut aussi opacifier avec la craie. Je vais te montrer... Donc le zircon, tu vas avoir vraiment une opacification très blanche. Le zircon, il apporte vraiment du blanc. Ici, c'est le titane. Il est légèrement jaune. Ok, donc il va opacifier, mais il va aussi un peu jaunir, apporter du chaud dans ton blanc. L'étain, il rosit. Donc l'étain, c'est la base des roses. Si tu veux faire du rose, tu prends de l'étain plus du chrome et tu as des jolis roses qu'on appelle des pinks. Et tu peux aussi opacifier tout simplement en mettant pas mal de craie. Ici. Mais tu vois qu'il va un peu griser. Moi, j'ai mis des recettes de blanc. Souvent, on fait un mélange. Enfin, mon blanc nuage, par exemple, c'est un mélange. Si tu veux un blanc de blanc, tu mets que du zircon. Après, c'est blanc lavabo, quoi. Mais voilà, tu vois ces 4 opacifiants. Tu peux jouer avec. Il faut savoir qu'ils apportent chacun une petite touche personnelle. Ensuite, dans les colorants, on a donc le cobalt. Le cobalt, c'est le bleu. C'est la manière la plus simple de faire du bleu. Il y a besoin de très peu de quantité de cobalt. Il est très, très colorant. Le cuivre, pour faire du vert. On peut aussi utiliser le chrome. Et le fer pour tout ce qui est brun, noir, rouge. Pareil, je t'ai mis pas mal de petites recettes.
tu pourras t'y essayer. Et le meringue, c'est un émail que je t'ai donné. C'est émail transparent plus 10% de titane. C'est un blanc de titane, on appelle ça. Voilà. J'espère que tu vois un petit peu mieux comment ça fonctionne. Maintenant, même si on a fait tout ça, on a fait nos recettes, on a mis nos oxydes métalliques, la dernière chose qui va influer sur le résultat de ton émail, c'est bien sûr la cuisson. Ok, donc le type de cuisson aussi va vraiment jouer sur le résultat de ton émaillage. Par exemple, est-ce que c'est une cuisson en réduction ou une cuisson en oxydation? Moi, comme je cuis à l'électrique, il n'y a pas de flamme, du coup on est direct en oxydation. Ok. Pour obtenir une réduction, ça veut dire qu'on va couper l'arrivée d'oxygène en pleine cuisson. Voilà, tu t'as lancé ton four, tu coupes les arrivées d'oxygène de ton four. Et en fait, la flamme, au lieu de se nourrir de l'oxygène de l'air, va chercher les atomes d'oxygène dans l'émail. Okay, donc ça va changer l'aspect de l'émail. Par exemple, l'oxyde de cuivre qui est vert en oxydation, le carbonate de cuivre qui est vert en oxydation, va devenir rouge en réduction. Ce qu'on va faire changer l'état d'oxydation du cuivre. Donc le rouge de réduction de cuivre qui est le plus connu, c'est le rouge sang de bœuf. Ok, je te ferai peut-être une petite masterclass là-dessus, c'est super intéressant. Ensuite, la courbe de cuisson va jouer aussi. Plus tu vas vite ou plus ou moins vite, ou si tu fais des paliers, tu vas avoir aussi des nuances dans tes émaux. Cuisson, bois, gaz ou électrique, bien sûr, les rendus ne seront pas les mêmes. Le bois, tu vas avoir de la cendre qui va venir se coller, tu vas avoir vraiment des effets. Le gaz, les émaux donnent une autre part d'eux-mêmes et il y a un petit peu plus de surprises. L'électrique, c'est un peu plus plat, mais on a quand même des surprises. On peut jouer aussi sur l'épaisseur de l'émail, plus ou moins épais. Voilà. Et aussi l'argile sur laquelle est posé l'émail. Super important. Il va vraiment y avoir des différences. Je vais te montrer ça en live. Donc tu vois sur cet exemple, j'arrive pas. Hop. Sur cet exemple ici, c'est le même émail posé sur 2 terres différentes. Donc ici c'est le lagon, pareil, tu as la recette. Le lagon posé sur grès blanc, ici à droite, voilà, ce vase. Et ici sur une terre brune, un grès brun. Donc tu vois, ça fait vraiment 2 effets différents. Donc tu peux jouer aussi là-dessus. Au lieu d'avoir 10 000 émaux, tu peux avoir 2 terres différentes et jouer un petit peu sur ça. Tu peux aussi superposer les émaux, mais on en reparlera plus tard. Quoi qu'il en soit, on peut conclure là-dessus, c'est toujours le feu, la cuisson qui aura le dernier mot.